La paix soit avec vous. Donc faisant suite à la troisième chronique qui du reste celle-là sera, je dirais, assez courte. Alors ces derniers temps, toutes les palabres possibles et inimaginables ont été dites concernant la nature de l'économie chinoise. Alors je vais essayer, sans prétention, avec mes humbles moyens, de vous expliquer rapidement et succinctement, afin que ça soit pas trop long non plus, parce que j'ai peur que les gens s'endorment. Ce reproche m'a été souvent fait, il est légitime. Bien, bon, rentrons dans le vif du sujet. Je voudrais traiter rapidement, essayer de décanter par-delà les décombres de toutes les formes d'interprétation de ce qu'on pourrait qualifier dans l'économie chinoise. Comment pourrait-on l'appeler? Comment essayer finalement au fond d'essayer de la qualifier sans rentrer dans des interprétations hasardeuses? Alors je dirais que la Chine est une forme d'économie économie socialiste de marché, surtout avec la dernière réforme établie par le comité central, donc la réforme Xi Jinping, comme j'ai pu en parler dans mon audio précédent, donc la deuxième chronique. Donc, avec le socialisme, je dirais que la Chine est détachée de l'ordre mondial impérialiste. Les bases d'un développement indépendant de l'économie ont été posées, entre autres, et on peut constater qu'effectivement, nous avons une disparité, en tout cas, c'est ce que nous constatons, c'est ce que les observateurs les plus aguerris ou les plus informés constatent, une disparition de la grande pauvreté. Cependant, car il y a un cependant, les résultats des 30, je dirais, premières années de l'édification du socialisme ont été en dessous des possibilités parce qu'elles ont bien entendu été traversées par des campagnes volontaristes. C'est ce qu'on appelle le grand bond en avant de la révolution culturelle. Souvenez-vous, ce que Mao, en finalité, avait établi. Et qui ont, soyons honnêtes, qui ont causé des dégâts à l'économie. Alors je vois d'ici les gens se frotter les mains. Mais je n'ai pas terminé. Globalement, je dirais que les rapports de production ne correspondaient pas à l'état des forces productives. C'est là où réside finalement la problématique. Donc je dirais qu'il serait plus judicieux, voire plus réaliste, donc de partir de 1978, où on a remis, entre guillemets, l'accent sur le développement des forces productives. Et cela, bien entendu, c'est fait par la politique d'ouverture et de réforme. Alors, comment les choses se sont effectuées? On peut considérer que la trop rapide collectivisation dans l'agriculture, donc les communes populaires, on peut considérer que la chose a été revue. Également, des ouvertures ont été faites à des investissements étrangers, en recherchant le transfert de technologies. D'autre part, des ouvertures ont été laissées à l'initiative privée, au rétablissement de marché, à une certaine forme de libéralisation de la formation des prix dans l'industrie. Alors, puisque Xi Jinping parle de socialisme aux caractéristiques chinoises, qui aujourd'hui se caractérise surtout par une orientation économique qui comporte de grands dangers dans le rétablissement du capitalisme, alors un tournant dans la politique de réforme est l'année 1992.
où on est passé d'une économie planifiée avec des éléments de marché à une économie à proprement dit de marché. Et finalement, au fond, on a laissé libre cours au développement de capital privé intérieur. Tout ce qui favorise le développement des forces productives a été qualifié de positif et de socialiste par Deng Xiaoping, pourvu que finalement le chat attrape la souris, excusez-moi l'expression. Alors, ce qu'il faut en retenir, c'est que petit 1, en passant d'une économie planifiée à une économie de marché, on peut considérer qu'un pas qualitatif a été fait dans le rétablissement de la loi de la valeur comme régulateur de l'économie. Je m'explique. Que la répartition des facteurs de production, capital-travail, est soumise aux lois du marché, dans un premier temps. Qu'il y a effectivement la concurrence sur le marché entre les entreprises d'État elles-mêmes et entre les entreprises privées et d'État, ce qu'on a appelé tout bonnement l'économie mixte. Alors certains, bien entendu, considèrent, et peut-être à juste titre, que ce sont des fausses entreprises privées et qu'elles sont finalement des filiales des entreprises publiques. Tout cela, bien entendu, faisant partie du contrôle du comité central, voire du Parti communiste. Bon, cela c'est une autre question. Alors revenons justement à la concurrence sur les marchés entre les entreprises d'État et les entreprises du privé. Considérez que même entre les entreprises du privé elles-mêmes, il y a une organisation concurrentielle. N'oublions pas qu'il y a effectivement une libre accumulation du capital et que les investissements de capital privé se font selon la logique de la loi de la valeur, avec tout bonnement en conséquence aujourd'hui déjà des phénomènes de surproduction et de développement chaotique. Par exemple, prenons un exemple dans la construction, dans la sidérurgie ou dans l'automobile. Même si la Chine produit 22 millions de véhicules, nous sommes encore loin, je dirais, même s'il dépasse la fabrication des véhicules dans les pays occidentaux, dans les pays, je dirais, de l'Occident du Nord, pour certains les pays trilatérales. La quantité est énorme, mais cela reste encore un petit peu confus. Alors, l'économie planifiée est remplacée par une économie de marché, avec une forte intervention de l'État. La nuance, elle est là. C'est pour ça qu'il faut bien prendre cela en compte. Donc, la planification directive a été remplacée par une planification indicative, qui fixe les grandes orientations. L'État a encore un fort arsenal de moyens pour imposer ses orientations. Tout d'abord, cela se fait d'une façon directe, par le contrôle de grandes entreprises d'État dans les secteurs les plus importants, mais qui représentent grosso modo la moitié du PIB, voire même plus. Il faudrait regarder les chiffres de l'OCDE et les derniers. Nous avons également, par la politique gouvernementale et par le budget de l'État, comme le montre la décision de stimuler la demande par le développement d'une sécurité sociale ou par le relèvement du salaire minimum. Nous avons également, par l'influence indirecte de l'État sur certains secteurs, par exemple les énergies alternatives, par des subsides et par une politique de crédit qui favorise les entreprises publiques. Alors, on dirait que, et loin s'en faut, que cela ne touche pas, je dirais, le noyau de la réforme. L'abandon de l'économie planifiée, donc à savoir que l'État transfère au marché la régulation fondamentale de l'économie, car le noyau de la réforme a mis en branle un processus qui risque d'être, je dirais, irréversible. Petit 2, pour faire suite, depuis 1992, date à laquelle effectivement l'économie de marché était plénipotentielle, ou finalement l'abandon total d'une certaine forme d'économie planifiée. On fait aussi un pas qualitatif dans la libération ou la libéralisation de l'accumulation de capital privé intérieur et dans l'attraction de capital sur les bourses intérieures et étrangères.
cette liberté, je dirais, a été inscrite dans la Constitution. Il y a tout d'abord, par voie de conséquence, une concentration, une centralisation croissante du capital privé, qui plus précisément représente maintenant déjà la moitié du PIB. Alors, nous avons des entreprises privées achètent de grands groupes industriels à l'étranger, comme Volvo par exemple, qui est un exemple significatif, et qui constitue une partie importante du surplus commercial chinois. Gardons en principe ce qu'on appelle les trois théories, c'est ce qu'on appelle les trois représentations. Alors je m'explique. Avec les théories des trois représentations, le parti devient représentant des forces productives sociales avancées, dont je dirais la classe capitaliste, également de la culture progressiste et des intérêts de la grande majorité. Les capitalistes privés ont eu ainsi accès au parti, aux instances du parti. Rappelez-vous ce que je vous avais expliqué sur ma chronique numéro 2 concernant les différentes tendances au sein du Parti communiste. C'est pour ça que on parle de socialisme à la chinoise, ce qui est quand même tout à fait différent avec les conceptions que nous avons pu, je dirais, constater dans le passé, dans les différentes démocraties populaires, et à commencer par l'Union soviétique. Alors je disais que finalement les capitalistes privés ont eu en fait accès au parti et aux instances du parti, et c'est une des conséquences de la thèse que le développement des forces productives est la priorité absolue pendant un siècle, ce que les Chinois se sont donné, selon les informations que nous possédons. Alors c'est une illusion que les capitalistes sont ainsi maintenus sous contrôle. Cela contribue au contraire à l'affaiblissement idéologique du parti. Et c'est en cela finalement qu'au fond la réforme Deng Xiaoping essaie de recentrer le tir. La libération du marché et de l'accumulation privée développe l'idéologie de l'intérêt personnel dans l'appareil de l'État, et loin s'en faut. Ce qui, immanquablement, peut conduire à une certaine forme de corruption. Hein. N'ayons pas peur de le dire, c'est la grande problématique de ce genre de conception. Et également inciter une bonne partie des couches de la population à faire de même. C'est une explication qui a amené à l'effondrement de pas mal de, je dirais, de systèmes de socialisme autoritaire ou étatique. C'est également la cause de la grande polarisation, de l'enrichissement exorbitant de quelques-uns que l'on constate aujourd'hui dans la société chinoise. Alors, après avoir un peu, je dirais, survolé ce que pouvait être l'économie socialiste de marché, je dirais sur base de notre connaissance du socialisme et sur notre conviction, il est difficile de comprendre la théorie économique et la pratique promue par Deng Xiaoping, surtout, je dirais, après 92, ce qui est une des raisons pourquoi il y a eu ces derniers temps la réforme Deng Xiaoping. Cependant, bien que, je dirais, ce développement comporte de grands dangers de rétablissement d'un capitalisme incontrôlé, voire anarchique, qui pourrait mener finalement à un effondrement de l'État, ce que certains prévoient, mais je ne suis pas vraiment sûr, ce n'est pas finalement, à la lumière des connaissances que je peux posséder, ce n'est pas irréversible. C'est une des raisons pourquoi certains, aujourd'hui, regardent un peu dubitatif, mais non sans un certain intérêt, un certain soutien de la Chine comme un pays socialiste. Alors pour beaucoup, effectivement, les principaux, je dirais, intervenants ne sont pas d'accord avec les positions qui affirment que la Chine est un pays capitaliste d'État, parce que cela voudrait dire que la bourgeoisie serait déjà au pouvoir. Ce qui est assez étonnant, c'est que beaucoup de libéraux, ou même des chantres du capitalisme, font des analyses un petit peu trotskistes. Souvenez-vous, les reproches que Trotsky faisait à l'Union soviétique, c'était justement la problématique d'un pays capitaliste d'État. Donc,
je ne vais pas trop m'éloigner. Les facteurs qui peuvent, je dirais, permettre un revirement de la politique actuelle sont, premièrement, d'après ce que je peux savoir, le rôle dirigeant du Parti communiste chinois, qui s'en tient toujours au but final du communisme, accession à l'utopie. Et ce n'est pas, je dirais, insultant ce que je suis en train de dire, c'est simplement d'essayer. Les utopies font avancer aussi, je dirais, l'humanité. Secondo, la lutte idéologique dans le Parti communiste chinois qui est présente à chaque étape de la politique de réforme. Souvenez-vous, les trois principes au sein même du Parti communiste chinois, entre les OP, donc les opérationnels, les membres, les théoriciens, les intellectuels, les experts du Parti communiste, et d'autre part, ceux qui seraient partisans de l'économie de marché, d'un capitalisme à la chinoise. Donc, pour terminer, nous avons également le refus du Parti communiste chinois d'adopter le modèle occidental, en totale contradiction de Gorbatchev, puisque les Chinois ont bien observé l'effondrement du mur de Berlin, avec, bien entendu, par voie de conséquence, son lot de recouvrement des identités, des nationalités, la réorganisation des pays, je dirais la consommation, je sais que c'est très connoté, mais j'en assume le terme, la consommation de la RDA par la RFA, ce que certains appelleraient frauduleusement la réunification. Donc, la Chine a observé tous ces phénomènes et aujourd'hui essaye d'établir une politique un peu hybride. C'est une des raisons pourquoi on établit aujourd'hui la Chine comme une économie socialiste de marché. Voilà. 17 minutes, c'est déjà pas mal. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que j'ai été assez concis et surtout, vous m'avez bien compris. Donc je vous ai fait une analyse somme toute personnelle de ma conception et de ma compréhension de l'économie socialiste de marché en Chine. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un bon courage et une bonne continuation, et à la prochaine chronique.